on a des petites inspirations qui pourraient aussi corréler avec ce qu'on disait. Et là, en fait, en haut, là, bien caché, là, ici, on a des pylônes. Donc les pylônes, ils ressemblent étroitement à des pylônes grecs, tu vois. Une inspiration grecque ou une inspiration romaine. Et du coup, ça pourrait carrément coïncider avec le fait que Oda se serait inspiré de l'Atlantide potentiellement, mais aussi du pays de Mu et tout, pour son manga. Donc les grosses infos, on va les résumer. D'un côté, on a le Gorosei, démonstration de puissance. On a vu le Haki des rois de Mars, et plutôt celui de Walkuri, et on a aussi vu la technique colossale de Venujuro. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut interpréter avec ça? Pour moi, c'est clairement Oda qui veut mettre en avant la puissance de ces personnes-là, même individuellement, et qui montre vraiment leur supériorité. Je pense que ce que je disais par rapport au parallèle avec Shaboji est vrai. Si on se rappelle de Shaboji, ça s'est fini comment? Ça s'est fini par la défaite des Mugiwara. Donc les Mugiwara ont perdu et ils se sont tous fait envoyer par Kuma d'ailleurs, qui les a sauvés, qui les a pas... C'était pas une défaite à proprement parler, parce que Kuma les a sauvés. Donc une fois que ça a été fait, Kuma lui-même a décidé de les sauver. Du coup, aujourd'hui, ils sont encore vivants grâce à ça. Et là, pour moi, c'est exactement la même chose, mais d'une manière différente. Cette fois-ci, pour moi, c'est pas les Mugiwara qui vont être sauvés par Kuma, mais c'est plutôt les Mugiwara qui vont sauver Kuma, pour le parallèle et l'opposition avec les deux arcs. Et sur cette île, par contre, il demeurera quelqu'un d'impossible à battre. À l'époque, c'était Kizaru. Amiral Kizaru, personne n'avait de haki, personne ne pouvait ne serait-ce que l'égratigner, donc forcément, il avait un côté supérieur de ouf par rapport au reste. Et quand on voit ça, on comprend assez facilement que dans le manga, en tout cas à Egghead, il y a encore, pour moi, très clairement, un groupe de personnes, ou même des personnes individuelles, qui représentent Kizaru, mais à Egghead. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi impossible à abattre, et pour moi, c'est le Gorosei, très clairement. Bon, déjà, on le sait que E5, Mugiwara contre E5, pour moi, c'est E5 qui gagne, à cause de leur côté immortalité. Mais même en termes de puissance et suprématie, endurance, tout ce que vous voulez, pour moi, ils ont quand même le dessus. Le seul doute où je peux avoir vraiment encore un doute, le reste, j'en suis étroitement sûr. Que ce soit en endurance, en résistance, tout ce que vous voulez, j'en suis sûr et certain. Le seul endroit où j'ai un doute, c'est leur puissance. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de faire les mêmes dégâts qu'un empereur, oui ou non? Là, c'est le seul endroit où j'ai un doute. Tout le reste, je suis sûr et certain qu'ils rivalisent avec un empereur qui pourrait même être plus résistant qu'un empereur ou plus endurant qu'un empereur. Ça, pour moi, c'est une certitude. On l'a très bien vu avec les attaques de Luffy qui pouvaient faire pâlir Kaido, et au final qui font même pas d'égratignure à Walkuri. Donc il y a des explications, je pense, mais pour l'instant, pour moi, c'est des certitudes. Donc voilà, ça c'était le côté parallèle et le côté aussi suprématie du Gorosei. Donc là, pour moi, tout est respecté, tout était prévu depuis le début, depuis qu'on a vu apparaître les Gorosei. Donc déjà, même cet hiver, je vous en avais déjà parlé longuement. Donc pour moi, c'était une certitude et ça continue, donc je suis assez content. Donc voilà. Ensuite, on passe à la suite. Ça, c'était une des informations. Deuxième information, c'est le fait que Oda ramène énormément de personnages dans le manga. Et ça, je kiffe de ouf, parce qu'en fait, s'il le fait, c'est comme je vous ai dit, en fait. Tous les gens qui pensaient que les morts des personnages, c'était important, etc., etc., non, c'est pas important dans ce sens-là. C'est parce qu'en fait, sûrement que vous n'aviez pas la vision long terme du manga. Sur le moment, peut-être que la mort de quelqu'un aurait pu avoir une utilité, mais pas forcément. Même Barbe Blanche qui est mort, il a réussi à avoir son utilité, parce que dans ses flashbacks et tout, il est un peu encore vivant dans le manga, tu vois. Et ça, c'était habile de sa part de tuer quelqu'un
dans ce sens-là, tu vois. Alors que s'ils tuaient des gens random qu'on ne verrait plus, c'est comme gaspiller un personnage, tu vois. Tous les personnages ont une histoire, tous les personnages sont intéressants, ils peuvent donner quelque chose, et pour moi, Oda, c'est dans cette direction qu'ils se dirigent. Et à la fin du manga, il y aura vraiment tout le monde. Il y aura vraiment tous les randoms, les ennemis, les alliés de chaque pays, chaque ville, chaque endroit. Donc pour moi, c'est ça la fin de One Piece, c'est de confronter même des randoms à une situation de guerre mondiale, et c'est ce que Oda, vers laquelle c'est là, c'est l'endroit où Oda se dirige actuellement. Et ça a été déjà teasé, les gars. Pour ceux qui découvrent ça maintenant, ou même qui ont découvert ça il y a quelques mois, il y a même, je dirais pas 4 ans, mais il y a 3 ans, Oda l'avait déjà mentionné une fois dans son manga. Il avait fait parler Kaido en disant qu'il voulait s'allier avec Big Mom pour déclencher la guerre mondiale. Et ce serait pas une guerre, parce qu'on savait pour la guerre de la fin du manga, mais on aurait pu imaginer une guerre entre pirates et Gorosei, entre, je sais pas, révolutionnaires, Gorosei, des trucs comme ça, tu vois. Et pirates contre marine, tu vois, peut-être ça aurait pu faire comme ça. Sauf que c'est pas ce qui va se passer, les gars. Là, ce qui va se passer, c'est une guerre mondiale, c'est-à-dire que tout le monde va prendre parti à ouais, à cette guerre qui dure depuis maintenant 1000 ans, ou même peut-être 900 ans, et qui va prendre fin grâce aux armes antiques, grâce à la suppression du gouvernement mondial, et grâce, même pas forcément la suppression totale du gouvernement mondial. Je pense qu'il y a des gens dans le gouvernement mondial qui ont un bon fond. On l'a vu avec Sainte Mosgarde, et on l'a vu aussi avec la réaction que la fille de Saint Charlos, ou la sœur, je sais plus, euh, a dit, tu vois, quand elle a vu qu'il y avait le siècle oublié. Certains n'étaient même pas au courant. Et quand ils vont apprendre leur origine, certains vont se ranger du côté du mal, entre guillemets, et d'autres vont se ranger du côté des révolutionnaires, en tout cas du côté de la liberté et de l'égalité, du respect des autres races, tout ça, tu vois. Même si ça semble difficile, on a vu que Sainte Mosgarde l'a fait, donc c'est pas impossible. Sainte Mosgarde, c'est le mec qui était sur l'île des hommes poissons, qui a été protégé pardon, par Otohime, et qui grâce à ça a fait, a fait siéger entre guillemets les hommes poissons pendant la rêverie. Donc voilà, à la rêverie. Donc voilà, ça c'est le côté parallèle entre le bien et le mal, la fin du manga, et toutes les informations et toute l'importance de ramener énormément de personnages à ce moment-là. Parce que au final, chaque personnage a une méthode de pensée, a appris avec Luffy, et il y a peut-être des désaccords qui vont être même avec Luffy. Comme je vous le disais, il y a deux idées, deux types d'idéologie qui s'affrontent, tu vois. Et pour moi, je pense que c'est les idéologies qui sont actuellement dans notre monde actuel. Je l'ai déjà dit, mais je vous le répète juste en 2 mots. D'un côté, on a l'idéologie de la liberté, donc c'est les pays dans lesquels on vit, hein, l'Alliance pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Donc la liberté des gens, etc., etc. Mais ça, cette liberté a aussi des points positifs, mais aussi des points négatifs, on l'a vu. Si tu donnes trop de liberté à quelqu'un, bah, il va en profiter et devenir hautain, entre guillemets. Et si tu donnes pas assez, ça va faire le contraire. Et nous, la liberté, c'est bien parce qu'on veut être libre, on veut avoir pouvoir faire ce qu'on veut, on veut pouvoir être qui on veut, et on veut du respect de la part de tout le monde, c'est logique et normal, tu vois. Cependant, après avoir trop de liberté, comme aux États-Unis, je vous ai donné cet exemple, je pense qu'il est bien, le fait d'aller jusque, par exemple, vendre des armes, tu vois, et ben, même à des randoms, tu vois, c'est ça le délire, à des gens pas formés, et ben le délire, c'est que souvent, ça se finit en drame parce que trop de liberté, des fois, ça peut tuer la liberté. Et du coup, c'est ça. C'est dans ce sens-là où il faut faire attention, il y a des limites et tout, tu vois. Après, acheter des armes, vendre des armes, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, tu vois, comme Vagapunk a dit, mais je sais que ça peut faire le bien, tu peux sauver des gens avec ça, mais je sais aussi que ça peut faire énormément de mal. Je pense que ça, tout le monde peut le comprendre assez facilement. Et de l'autre côté, on a le côté totalitaire, j'irai pas jusqu'à la dictature, parce que la dictature, c'est peut-être le mauvais côté, mais dans le côté totalitaire, par exemple les Russes ou les Chinois, ils ont un côté totalitaire où justement l'ordre fait de leur peuple aussi des hommes forts, tu vois, des hommes forts. Mais par contre, il y a des mauvais côtés dans le sens où justement, bah, il n'y a pas que des bons côtés. Le fait de trop donner d'ordre, bah, justement, les pays, enfin en tout cas les gouvernements se permettent des choses abjectes. Pour la Russie, vite fait,
petit exemple, les élections, ils sont un peu bizarres là-bas, tu vois. Je sais pas si c'est la vision qu'on a de la Russie actuellement ou c'est ce qui se passe réellement, tu vois. Donc aussi, il faut prendre ça en compte. Le fait qu'on soit dans un pays euh, qui fait pas partie de l'alliance, enfin qui fait partie d'une alliance qui est pas alliée à la Russie, il faut comprendre qu'aussi les médias et ce qu'on nous raconte, c'est pas la même chose que ce qui se passe réellement. Donc pour en revenir à la Russie, est-ce que les élections sont un peu bizarres là avec Poutine, tout ça? Je sais que j'avais déjà entendu ça quand j'étais très très jeune pour des élections passées. Et là, on a vu qu'il y a un mec qui avait, je sais pas s'il était mort ou emprisonné ou je sais pas ce qui s'est passé, mais comme de par hasard, le candidat qui était en face de Poutine, il a pas réussi à finir ses élections. Donc après, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est moi qui ai pas informé? Ça peut aussi être ça, mais il me semble que c'était bizarre. Et pareil pour les Chinois, État totalitaire. Les Chinois, le problème, c'est que eux, petit exemple, ils ont des bienfaits, c'est-à-dire que grâce au fait qu'ils ont instauré un ordre, ils se développent ultra vite, bien plus vite que les USA. Ils ont aussi tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ils ont de la main-d'œuvre et en même temps aussi des villes ultra développées, des chercheurs, etc., etc. En tout cas, leur retard, on peut dire que leur retard sur la Russie et les États-Unis, ils ont réussi à le rattraper pendant ces 10, 20, 30 dernières années. Donc ça, déjà, c'est une masterclass pour la Chine, mais le problème d'un État aussi totalitaire, c'est que il y a plein de milliardaires qui disparaissent. Tout le monde sait ça. Il y a des milliardaires qui partent aux États-Unis justement pour être protégés. Il y a des milliardaires qui perdent leur fortune et qui se retrouvent sans rien parce que l'État a décidé de saisir tous les biens. Des fois à juste titre, mais des fois, faut bien comprendre que des fois c'est pas à juste titre. Et c'est pas du complot. Hein. Tout ça c'est réel et ça a été vu, ça a été dit, ça a été vu. Et c'est que peut-être la vue d'un prisme. Mais moi par exemple, j'adore la Chine. Tu vois, j'en parle comme ça. Mais j'adore la Chine, je trouve ça que c'est un pays magnifique. J'adore Hong Kong, Shanghai, et il y a plein d'autres villes, même là-bas, de base, les villes là-bas, c'est vraiment gigantesque. Les grandes villes pour nous en Europe, c'est des villes lambda là-bas, tu vois. Et c'est ça qui me choque, le fait que le côté gigantesque, on avait connu ça avec la fracture qu'il y a entre la France et les États-Unis. Le fait que les États-Unis, tout est gros, les magasins sont gros, les voitures sont gros, les routes sont grosses, les écoles sont gigantesques, et les facs, tout ce que tu veux, même la richesse des gens sont grosses. Quand tu réussis bien plus que par exemple si tu réussis c'est en France. Donc voilà, vous comprenez que c'est une dinguerie de ouf. Et moi j'adore la Chine. Par contre, évidemment, il y a l'histoire des Ouïghours bizarres, tu vois. Et ça me dérange un peu, même pas qu'un peu, ça me dérange vraiment beaucoup. Il y a aussi le côté totalitaire où là-bas tu vas, tu sais pas si tu vas finir la semaine, tu vois ce que je veux dire. Là-bas, tu te déranges un peu, t'es un journaliste, tu te déranges un peu, tu fouilles au mauvais endroit. C'est chaud, t'as capté. Euh, mais voilà, vous comprenez que dans les deux types d'idéologie, il y a le bon côté et le mauvais côté, que ce soit même pour la Chine, au côté développement, le côté travailleur, les valeurs qui sont inculquées, il y a énormément de choses. Et même pour la Russie, c'est pareil, tu vois. La Russie, il y a des personnes qui travaillent dur, il y a des hommes forts, il y a une population forte, soudée. Et ça, c'est des beaux côtés. Et d'un autre côté, il y a les mauvais côtés avec les manipulations, quand on fait taire les journalistes, ou même quand on fait des alliances avec des pays moyens, tu vois ce que je veux dire. Donc des fois ils font des bons trucs, même les alliances et tout, ils font des bons trucs, des fois c'est un peu galère. Et pareil pour l'autre côté, vous avez capté? Donc pour les États-Unis et tout, il y a des bons et des mauvais côtés, parce que voilà, tout ce que la Russie ou la Chine fait, on le fait, mais de manière... ça passe mieux, tu vois, la pilule passe mieux. Mais par contre, on le fait quand même si c'est abject, même si c'est contre les droits de l'homme, etc., on le fait quand même. Donc il n'y a pas de mauvais et bon camp. Et ça, c'est extrêmement vrai pour les deux types d'idéologies qui sont partagées. Donc je devais faire vite, mais vous avez capté. D'ailleurs, Tonton Barry qui nous a rejoint, frérot. Salut frérot, désolé, je voulais juste finir avant de tes rêves. Et il a dit... Après, c'était un gros néo-nazi, Navalny, l'opposant de Poutine. Ouais, voilà, donc... après, je sais pas... Comme je l'ai dit, j'ai pas non plus toutes les infos, mais même si c'est un néo-nazi, tu vois, par exemple en France, on l'aurait laissé faire son mandat et les gens se seraient rendus compte que c'est quelqu'un d'abject, tu vois, un peu comme le RN, tout ça, tu vois. D'ailleurs, les gars, on est ensemble, les frères, hein. Votez pas le RN. Non, je rigole, je fais pas de politique sur la chaîne. Mais bon, vas-y, en vrai, quand t'es trop d'un côté, c'est que tu te trompes. Et pareil pour l'autre côté, je pense que... Oubliez pas, le monde est un équilibre et le bien et le mal se situent vraiment... Enfin, plutôt le bien se situe vraiment entre les deux, à l'équilibre.
C'est comme si tu avais que du bonheur dans ta vie, bah, ta vie elle serait ennuyante parce que tu es trop habitué à ça et tu as tout le temps ça. Et si tu avais que du malheur, ta vie elle serait vraiment éclatée parce que tu fais que souffrir. Et en plus, tu t'y habituerais, tu vois. Donc, la vraie chose, c'est le bonheur. Et d'ailleurs, le bonheur, c'est quoi, hein? C'est que un instant qui se passe entre deux moments de malheur, tu vois. C'est exactement pareil. Donc, tout est question d'équilibre. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de mal. Je crois que c'était un professeur en université. Il demandait à son élève et lui disait Dieu n'existe pas parce que sinon il y aurait pas de mal. Il n'aurait pas créé le mal. Créer le mal, c'est la pire chose qu'il aurait pu pour faire. Et après, du coup, il y a un élève et il se dit ah non, pourquoi vous auriez raison? En plus de ça, le mal, ça n'existe pas. Il dit, mais comment ça le mal? Il y a des gens, je les vois souffrir, je les vois mourir, il y a des bébés qui meurent et tout, c'est le mal, ça existe, je le vois de mes propres yeux. Et le mec il dit, ok, est-ce que l'obscurité ça existe? Il lui dit, attends, l'obscurité est-ce que ça existe? Bah oui, si j'éteins la lumière, il y a de l'obscurité. Et l'élève il répond, il dit, mais non, l'obscurité ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'obscurité n'est que l'absence de lumière. C'est-à-dire c'est que quand il n'y a pas de lumière que tu peux voir l'obscurité. L'obscurité vient justement de l'absence de lumière. C'est que l'absence de quelque chose. Donc l'obscurité en soi n'existe pas. Et après, il lui dit, ok, et maintenant, est-ce que le froid, ça existe? Est-ce que les températures basses, le froid, ça existe? Et après, il lui dit, bah oui, en hiver, j'ai froid. Hein. Et c'est l'élève qui dit ça au professeur. Hein. Et il dit, bah oui, ça existe, parce que je le ressens et tout, il existe, il est réel, tu vois. Il lui dit, non. Pourquoi? Parce que le froid, c'est que l'absence de chaleur. C'est que, je crois, c'était, si je ne me trompe pas, c'est que la vitesse des électrons, plus elle est rapide, plus la température augmente, et moins elle est rapide, et plus elle est inerte. Donc, il n'y a pas de froid, il n'y a que de l'absence de chaleur. Et il lui dit, voilà, maintenant que vous avez compris ça, je vous repose la question. Est-ce que le bien et le mal, enfin surtout le mal, est-ce que ça existe? Et après, il lui a dit... le professeur il lui répond, donc il reste sur sa lignée, il lui dit bah comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, non, le mal existe parce que justement, des fois je ressens le mal, je ne vais pas bien, etc., etc. Et après le mec il lui disait, et ben voilà, je vous ai prouvé juste avant que le froid et la chaleur n'existent pas, et le mal c'est exactement la même chose, c'est l'absence d'amour, c'est l'absence de bien-être, de bonheur, c'est ça le mal. Et c'est pour ça que le mal n'existe pas. Et là, tout le monde était choqué. Et après, quand on se demandait mais qui était cet élève gigantesque, et ben il s'appelait Albert Einstein, les gars. Donc voilà la petite anecdote. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Et ça en dit beaucoup sur justement ce qu'on est en train d'étudier. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé la petite histoire, parce que moi je l'ai kiffé quand j'ai entendu. Je me suis dit, ah ouais, il est chaud. Il était chaud celui-là à l'école déjà. Ok. Alors on continue avec les messages de Tonton Marc qui nous dit oula, j'ai utilisé le mauvais, ouais, le bad word. Ok. Je sais pas si c'est ok. Bah c'est pas trop grave, hein. Je peux faire ça au pire. Comme ça, voilà, au calme. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai dit à l'oral, et ça c'est dangereux, je pense que la vidéo va pas faire de vues. Donc s'il n'y a pas de vues, vous saurez pourquoi. On parle One Piece ce soir. Oui, je viens de finir le chapitre là. Je viens de finir même l'analyse du chapitre. C'était colossal légendaire. Et là, je vais répondre à un petit commentaire. Et vas-y frérot, tu peux nous donner toutes tes théories et tout. En attendant, je te répondrai. Alors, tu fais une analogie avec le siècle oublié. Je viens d'arriver, je comprends pas tout. Ouais, c'est ça. En gros, je faisais justement je parlais des deux types d'idées. Ce qui pouvait aussi mettre en contradiction le côté Joy Boy, on va dire, et le côté siècle oublié. Et aussi, je voulais parler de qui avait raison, qui avait tort. Et en même temps, le fait que potentiellement personne n'a tort et tout le monde a raison, tu vois. Donc j'ai un petit peu expliqué et puis j'ai dérivé sur ça. Et d'ailleurs pour terminer, donc là on a parlé du Gorosei de la puissance pour l'analyse du chapitre, donc je termine. On a parlé du Gorosei, de leur puissance. On a parlé de l'apparition des personnages dans le manga et leur importance. Et là on a parlé du siècle oublié et une partie du message de Vegapunk. Donc là on va juste terminer avec ça. Donc là pour moi les zones les plus intéressantes à exploiter dans tout ce qu'a dit Vegapunk, c'est le fait que l'ancien continent ou les anciens continents ont été submergés de 200 mètres. Je pense que là, il y a vraiment des informations intéressantes qui ont été données.
Et après, on a quoi? On a une petite image avec Je peux vous la remettre d'ailleurs, parce que je pense qu'elle était intéressante, cette image. On a une petite image avec Ouais, le continent... Ouais, je dirais juste tout simplement le continent submergé. Et dans le continent, on a des petites inspirations qui pourraient aussi corréler avec ce qu'on disait par rapport à nos théories. Donc par exemple ici on a des tours qui sont quand même bizarres. Donc là par exemple on a une tour, elle ressemble pas du tout à celle de comment elle s'appelle, Impel Down. Ouais, j'allais dire Punk Hazard mais je voulais dire Impel Down. Et là déjà on a une baleine et un monstre marin gigantesque. Déjà c'est pour nous donner une échelle. Ça il est trop fort. Il nous met une baleine blanche, voilà, ça fait 70 mètres de longueur environ, hein, adulte. Et derrière on a un monstre gigantesque qui doit sûrement être un... Donc potentiellement une statue, mais je pense sincèrement que c'est plutôt un monstre marin gigantesque qui doit faire ouais, je dirais pas des centaines de mètres, mais si ça fait 70 mètres, ça fait des centaines de mètres, les gars. Donc c'est juste pour vous dire la différence. En plus, au niveau de la distance, c'est obligatoire que ça fasse plusieurs centaines de mètres. Donc voilà, c'est juste pour que Oda nous montre, je pense qu'il les a placés exprès pour que ce soit joli, mais aussi pour nous donner un espèce d'équilibre et évaluer putain, je perds mes mots depuis tout à l'heure. Les distances et aussi les tailles, tu vois. Et là, en fait, en haut, là, bien caché, là, ici, on a des pylônes. Donc les pylônes, ils ressemblent étroitement à des pylônes grecs, tu vois. Une inspiration grecque ou une inspiration romaine. Et du coup, ça pourrait carrément coïncider avec le fait que Oda se serait inspiré de l'Atlantide potentiellement, mais aussi du pays de Mu et tout, pour son manga. Donc là, on a des petites révélations. Par contre, on a quand même des technologies qui sont... en tout cas, tout est en pierre déjà, mais on a quand même des technologies qui sont vraiment... je dirais même inspirées de rien du tout. C'est lui qui les a inventées. Par contre, tu vois, on a des tours différentes, pareil, qui se relient les unes aux autres. Donc je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Ça nous aide et en même temps, ça nous aide pas. Tu vois, par exemple, là, on a des portes avec des arches qui pourraient correspondre à une époque plus récente, tu vois. Donc, tout ça, mis bout à bout, je me demande un petit peu toutes les inspirations qu'aurait pu utiliser Oda, mais au final, je pense sincèrement que Oda s'est inspiré de tout et de rien, dans le sens où, au final, ça va pas être quelque chose qu'on connaît, ça va être quelque chose qu'il va inventer. Je pense aussi que ça pourrait aussi lui plaire de faire quelque chose comme ça. Et aussi, l'information qui va dans ce sens-là, c'est que on a aussi le fait que Vegapunk révèle donc que les armes antiques ont leur rôle à jouer dans cette guerre et que cette guerre n'est pas finie. Donc c'est une guerre de 1000 ans, hein, quasiment. Hein. On sait qu'elle a commencé à peu près pendant le siècle oublié, donc entre 900 et 800 ans en arrière, et qu'aujourd'hui, elle est toujours pas finie parce que cette guerre est continuellement en train de se mener avec l'intervention potentielle des armes antiques. Donc on sait que Shirahoshi aura un rôle important à jouer, et pour les autres personnes, donc on ne sait pas si c'est Momonosuke, mais pour moi ça va être Momonosuke, et on a aussi potentiellement l'île d'Elbaf qui a donné naissance à Nika, entre guillemets, dans le sens où Elbaf, c'est la terre natale, en tout cas de la fable de Nika, mais potentiellement de Nika tout court, et que c'est pas juste une fable, mais que c'est bel et bien la réalité. En tout cas, j'aimerais que ce soit ça. On verra bien en détail, mais potentiellement des choses nous attendent. Peut-être qu'il y a 1000 ans, il se passait beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Surtout qu'ils étaient en avance de ouf technologiquement. N'oubliez pas que même aujourd'hui, on n'a pas rattrapé l'intelligence et le développement de ce qui se passait il y a 800 ans. Donc n'oubliez pas tout ça, c'est ultra important. Ensuite, donc les armes antiques ont un rôle et vont servir à monter le niveau de la mer. En tout cas, ils sont responsables d'une certaine manière. Donc on peut en conclure assez facilement avec ces informations-là que Uranus commence à faire son apparition entre guillemets, dans le sens où Mother Flame pourrait être Uranus. Pourquoi ? Parce que Pluton est censé être sous Wano, Shirahoshi, Poséidon, donc la seule arme qui reste, potentiellement ce serait Mother Flame, avec Uranus qui aurait détruit Lulusia. Donc évidemment c'est possible, mais par contre moi personnellement j'ai un petit doute par rapport à ça. Pourquoi ?
Parce que j'ai l'intime conviction que c'est pas ça. J'ai l'intime conviction, les gars, que c'est pas ça. Et qu'au final, ce serait autre chose. Ce serait autre chose. Pour moi, je pense que le Gorosei, on sait que Joy Boy, par exemple, était très très fort pendant le siècle oublié. Tellement fort qu'il y a 20 royaumes qui ont dû s'entraider pour venir à bout de cette personne-là. Et pour moi, ce qui pourrait justifier sa force, c'est le fait qu'il ait à ses côtés les armes antiques, plus tout son équipage, plus plein de choses, tu vois. Et oubliez pas d'ailleurs que les 20 royaumes étaient ultra développés à l'époque, tu vois. C'était vraiment ultra développé en termes de technologie. Donc, même en termes d'armes antiques, tu vois, ils auraient pu normalement, je dis bien normalement, résister. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 100 ans. Et après, la guerre a pris fin une fois que Joy Boy est mort et a disparu il y a 800 ans. Et du coup, ça montre en fait que potentiellement les armes antiques sont plus du côté de Joy Boy, tu vois. Et pour moi, je vois mal le côté Imusama pouvoir avoir... Mais peut-être je me trompe, tu vois. C'est qu'une petite analyse de ma part, même personnelle, plus qu'autre chose. Et au final, j'ai l'impression plutôt que l'arme qui a détruit Lulusia, c'est une arme qui ressemble seulement à, à Mother Flame. Qui ressemble seulement à... Pas à Mother Flame plutôt, mais à Uranus, tu vois. Et que Mother Flame, justement, c'est la partie technologique qui sert au développement de cette arme, tu vois. Et que d'un autre côté, Uranus existe bel et bien quelque part, avec le même type de pouvoir, les mêmes capacités de faire monter l'océan, etc. Et qui se trouve, justement, là, qui se trouve potentiellement dans le coin, tu vois. Quand je dis dans le coin, c'est dans le Nouveau Monde. Donc on a vu qu'il y avait Wano et l'île des hommes poissons qui sont dans le Nouveau Monde, mais quasiment dans le Nouveau Monde, pour Shirahoshi. Et on a vu aussi que c'est exactement pareil pour... Enfin, potentiellement pareil pour Uranus. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Donc oubliez pas, c'est que l'oublié, catastrophe naturelle, pays englouti, 200 mètres de hauteur, tout ça lié aux armes antiques, et tout ça écrit sur les poneglyphes. Donc déjà, on a pas mal d'informations qui ont été dévoilées dans ce chapitre, et je pense qu'en vrai, on a fait le tour, et qu'on a bien détaillé, bien analysé tout ça. D'ailleurs, si vous avez des questions ou même des contre-arguments, n'hésitez pas à les donner, et puis je vous répondrai en commentaire. Et là, on va passer justement à la dernière partie du live, et après on s'arrêtera là, parce qu'on est déjà à 1h20, j'avais pas vu que le temps passait aussi vite. Et